Bonsoir à tous, on se retrouve ici chez nos copains de SNAP pour dans quelques minutes les quatrièmes apartés de l'Ordre des Architectes Hauts-de-France. On accueille ce soir Antoine Mouret qui nous parle de réussir à vendre nos idées, convaincre un jury, envoyer des signaux rassurants pendant nos communications, que ce soit face à des clients externes ou internes, conduire une réunion de chantier. On découvre ça dans 20 minutes, tous ensemble. Bonsoir à tous, on se retrouve pour les quatrièmes apartés de l'Ordre des Architectes. Ici ce soir on est accueilli par Slap, un copain paysagiste. C'est intéressant parce que dans la mesure où on essaie de délocaliser nos événements, on essaie de tourner, de quitter un peu l'Ordre des Architectes, le siège de l'Ordre des Architectes pour ce petit temps d'une heure. Les apartés, c'est un moment qu'on retrouve tous les deuxièmes mardis de chaque mois, de 18h30 à 19h30 ou 19h à 20h. Et sur une thématique qui se veut un petit peu connexe à notre profession d'architecte. Ce soir, on est très content de recevoir Antoine Mouret, qui intervient auprès de nombreux architectes pour les préparer à l'éloquence, l'oralité, le langage corporel et un tas de choses que je vous propose de découvrir sans plus attendre dès maintenant. Merci Antoine d'avoir accepté notre invitation. Merci Simon. Il y a un mot qui désigne l'espace compris entre le bout de mon auriculaire et de mon pouce. Est-ce que vous connaissez le mot qui désigne cet espace? L'empan de la main. L'empan de la main. Et ce qui est intéressant avec l'empan de la main, c'est que si vous considérez l'empan de ma main, on peut soupçonner assez aisément ce que ma main va attraper et transporter assez facilement. Ce mug, mon ordinateur, un clavier, etc. Or, d'expérience de vie, vous savez comme moi que nos mains, petites, grandes, peuvent trimballer des objets invraisemblables en dimension. Pourquoi? Parce qu'on met des poignées aux grosses valises et aux gros cartons. Si je choisis de vous interpeller avec cette idée, c'est que ça ricoche sur une deuxième idée intéressante, et l'empan de l'esprit. Ou pour le dire autrement, la capacité en face de moi d'un client, d'un jury, d'un conseil d'administration, d'une association de riverains, que sais-je, à attraper vos idées, vos propositions. Et par attraper, j'entends les comprendre et puis les transporter, entendez par là, les mémoriser. Donc finalement, oui, il y a un vrai enjeu dans toutes sortes de situations exposées de communication, dans notre faculté à mettre des poignées aux idées pour aider nos différents auditoires et nos différents publics à attraper nos idées. Et vous pouvez soupçonner que ça a beaucoup d'enjeux parce que finalement, assis en face d'une équipe qui va défendre un projet. Un jury se pose des tas de questions légitimes. D'abord, la toute première, est-ce que je vais passer un moment plus ou moins intéressant et agréable? Et puis d'autres, est-ce que ce que j'entends, je le comprends? Est-ce que ça me donne la sensation de répondre à mon besoin profond? Est-ce que je perçois la valeur ajoutée? Autrement dit, est-ce que j'ai la sensation d'en avoir pour mon argent? Et puis il y a un deuxième et ultime ricochet, c'est le temps long. Et là, c'est plus de l'ordre subjectif et irrationnel, c'est quand je les vois s'exprimer, cette équipe, ce groupement, ces architectes, quand je me projette sur 2 ans de galère de travaux. Ce sont des personnes avec qui on peut se parler, on peut se comprendre avec des gens comme ça. Et vous voyez que là, ça ricoche sur un truc complètement irrationnel, émotionnel, subjectif, qui est nourri de sensations qui ont trait aux signaux rassurants ou inquiétants que vont envoyer les personnes qui s'expriment. Donc c'est vachement intéressant. Pourquoi? Parce que c'est intéressant de travailler le sérieux et l'humanité, la rigueur et la rondeur. Parce qu'effectivement, à chaque oral, nous travaillons sur 2 échelles de temps, l'instantané, le plaisir partagé, le temps long, le prédictif que va se faire cet auditoire de l'intérêt et la possibilité de travailler avec nous. Pour vous visiter ces différents territoires, je vous propose de visiter ça en 3 cadrans. On va regarder les comportements, les techniques et un peu de stratégie. Et on commence par les comportements. Dès les premiers instants d'un orateur, on perçoit déjà des signaux qui peuvent être déjà des premiers signaux rassurants et d'autres un peu moins certains, un peu plus troubles. Et à dessein, pour vous aider à l'attraper, je vais faire l'andouille un peu face à vous. Il y a Simon qui vous dit « on a trouvé un super gars, il faut vous parler de communication ». Et la première image que vous voyez au démarrage, c'est un truc comme ça. Bonjour. Bienvenue, on va parler de communication. Et vous voyez que physiquement, je peux adresser des signaux de détresse, de trac, d'incertitude, de manque de confiance en moi. Donc la première idée que je voudrais m'attacher à vous vendre, c'est
l'idée ou la figure de style de ce que j'appelle le pilote à la barre du navire. Et c'est, avant même le premier mot que je peux adresser face à un auditoire, une attitude physique pas complètement innocente, contrôlée, faite pour envoyer un premier signal rassurant. Je suis là, face à vous, et j'assume ce qui va se passer. Là, tout de suite, vous ne savez pas si vous allez vous marrer ou pas, mais en tout cas, le bonhomme, il est là, il est installé sur ses deux papates, et il tient la barre du navire. Je vais prendre quelques instants pour couper le cheveu en quatre et puis décrypter cette posture, ce choix de posture. Premier clin d'œil, le poids de mon corps est porté sur les deux jambes. Ça a l'air d'être un détail presque innocent, mais je vais changer un de ces détails et vous allez voir que ça change la photographie. Impliqué, concerné. Un petit peu touriste, légèrement désinvolte, un poil nonchalant. Et j'assume, c'est pas forcément complètement dramatique. C'est pas ça qui va plier mon oral et mon exercice de com. Mais songez que le ricochet immédiat, c'est que peut-être dans l'esprit de mon auditoire, il y en a qui pourraient avoir non pas la pensée, mais la sensation de est-ce que la même nonchalance va être la marque de fabrique de cette présentation? Est-ce que ça va être un peu à la cool, un peu désinvolte? Mais je jette pas la pierre, hein, je comprends. Enfin, de temps en temps, on adopte cette posture, genre même pas mal, je suis cool, je suis détendu, j'ai même pas le trac, donc ça va bien se passer. Et on le fait comme ça. Je suis juste embarrassé pour cette pensée qui peut nous traverser. Est-ce que la même nonchalance va être la marque de fabrique? Donc, première photographie, poids du corps sur les deux jambes, position centrée. Tous les espaces dans lesquels nous sommes amenés à travailler peuvent avoir leur singularité, salle en long, en ovale, en carré, etc., des encombrements différents. Ma proposition, c'est que vous choisissiez délibérément ce que j'appellerais l'espace le plus exposé. C'est facile, c'est là où le trouillomètre fait le bip-bip le plus fort en général. Mais voilà, centré dans l'espace pour que mon comportement à aucun moment ne donne la sensation à mon auditoire que je suis en pré-fuite. Exemple de pré-fuite, vous voyez, je me tiens un peu près de la porte, j'ai repéré, c'est par là, j'ai mes deux pieds dans l'axe de la porte, on ne sait jamais, ça peut être prudent. Donc, installé, centré. Encore une fois, là, faites preuve d'intuition dans tous les espaces où vous seriez amené à travailler ou à vous exprimer. Visualisez l'espace, choisissez la place dite de prise de pouvoir pour vous installer en cette place centrale, poids de corps sur les deux jambes. Je vais continuer quelques détails. Vous voyez que j'avais fait l'attitude un peu décontractée. Je continue de montrer, voilà, si je fais ça pieds joints, alors d'abord la stabilité n'est pas formidable, et puis en plus si je tire bouchon, vous voyez, ça fait un peu petit garçon ou petite fille si je suis une femme, c'est pas excellent. Un point, ça c'est plus souvent les hommes que les femmes qui font ça. Enfin, la réflexion, je ne suis même pas sûr d'avoir jamais vu une femme faire ça, c'est John Wayne. Alors quand je vous parle, je vous cause. On va parler du projet. Rigolez pas, il y en a qui le font pour de vrai. Bon, c'est pas une catastrophe, mais enfin, c'est pas d'une subtilité rare. J'en ai terminé pour ce premier cliquet. Qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin? Alors, placement et stabilité, je l'ai évoqué. Si, stabilité. Intéressant, la stabilité. J'encourage la plupart du temps les orateurs à stabiliser leur posture. Alors j'ai appris une expression il y a quelques instants en préambule, il y en a qui appellent ça le pas de l'ours, vous savez, cette faculté qu'on a à se dandiner pour évacuer là encore un petit peu de trac, ou le pas de samba un peu hypnotique. Imaginez 14 heures, lumière sombre, on a envoyé le PowerPoint, l'auditoire est cramponné à la table, voilà, et en données corrigées, des variations saisonnières, voix monocorde, dormez je le veux. Donc attention, on se stabilise et il n'est pas rare que j'ai pu apprécier qu'un orateur de temps en temps perdait sa stabilité quand sa pensée cessait d'être stable. À quel moment ça peut nous arriver? C'est très humain, une transition, un changement, une question qui nous fait réagir un peu fort et hop, on peut perdre notre stabilité. Je suis très promoteur de cette idée que la stabilité est un des marqueurs de la concentration et de notre propre solidité sur nos idées. Donc ouais, c'est pas marrant, on peut pas se défouler les papates pendant un temps long, mais c'est comme ça. Je trouve ça plus intéressant pour l'image que ça déploie et par ailleurs, un critère auquel vous n'auriez peut-être pas songé, c'est le confort d'écoute de l'auditoire. Confort d'écoute, parce que si vous avez à suivre un orateur qui se balade comme ça du regard pendant de long en large pendant de longues minutes, ça crée une fatigue périphérique de concentration. Le regard. Deux trucs vitaux que fait le regard pour nous. Tout d'abord, le regard tisse le lien. Le regard tisse le lien et c'est par le regard que je dis à tout un chacun pendant une présentation, je m'intéresse à vous, c'est important pour vous, je vous considère, je vous ai à l'œil.
Euh, voilà, et le regard fait ça. Vous soupçonnez bien que pour que ça produise cet effet-là, ça ne peut pas être le regard qui, comme le phare de Ouessant, balaye sans jamais s'arrêter l'horizon. Non, c'est ce que j'appellerais une sorte de regard habité, d'une certaine façon, où je rencontre chacun d'entre vous pendant une seconde ou une demi-seconde, une seconde et demie à tout casser. Il ne s'agit pas de créer d'embarras auprès de qui que ce soit, enfin ça dépend de vos objectifs après tout, mais voilà, je rencontre, et ce qui est intéressant, c'est que quand on cultive ça, on s'aperçoit que très souvent, on a ce que j'appellerais une sorte de retour d'humanité. Et le retour d'humanité, c'est une sorte de micro-acquiescement, c'est un petit sourire malicieux, c'est un ouais, je te suis, je suis avec toi. Et ça, c'est proprement génial. J'ai croisé à une époque Bertrand Collomb. Bertrand Collomb, j'étais une dizaine d'années dans le groupe Lafarge, ce qui fait que j'ai un petit vernis culturel sur le ciment, le granulat et le béton. Et alors, tous les ans, le Big Boss prenait le temps, pendant 1h30, de venir rencontrer les équipes. Et dans une salle de plus de 120 personnes, il venait faire 1h30 de présentation de la stratégie du groupe. Et ce qui était incroyable comme effet... Alors, vous voyez, j'ai affiché le... Oui, on le voit. Il ne prêtait pas à la plaisanterie, hein. Il avait un regard qui attrapait quand même pas mal. Et je vous jure, dans une salle de 120 personnes où j'étais, mais plusieurs fois, 5 secondes, j'avais le sentiment que ce monsieur ne venait me parler à moi et rien qu'à moi. Et je vous jure que ça fait quelque chose, ça déploie une forme de charisme et de puissance, c'est vraiment juste sensationnel. Donc il le faisait en se déplaçant très calmement, mais à chaque seconde, il était en connexion avec une personne, puis une autre, puis une autre. C'était extrêmement puissant. Le deuxième truc vital que fait pour nous le regard, c'est par le regard que je peux mesurer dans quel état est mon auditoire. Et je peux mesurer qui s'intéresse, qui adhère, qui s'amuse, qui s'ennuie, qui est fatigué, c'est très humain, qui visiblement avec son froncement de sourcil va m'envoyer un scud dans la partie question-réponse, et ça on peut le voir venir. Et finalement, croyez-le ou pas, on est tous ce que j'appellerais des mentalistes inconscients. C'est-à-dire que les émotions que je viens de vous décrire il y a quelques instants, la fatigue, l'adhésion, l'amusement, l'ennui, sont des émotions extrêmement lisibles. Et pour moi, good news pour l'instant, j'ai à peu près une tension active plutôt pas trop mal, pourvu que ça dure, on va bosser ça. Non mais c'est vraiment intéressant. Il y avait un auteur que vous devez peut-être connaître, Boris Cyrulnik, ça parle, pédopsychiatre, spécialiste du concept de résilience, qui disait en conférence, même un auditoire silencieux est co-auteur de mon discours. Et j'avais trouvé ça mais tellement astucieux. Mais oui, parce que à mesure des signaux que je lis dans un auditoire, je fais de micros-infléchissements sur mon contenu. J'accélère sur un point, je vais appesantir ou densifier une explication. Et donc ça, on peut le faire, mais sous la seule condition que je sois en tension active avec mon auditoire et que je lis dans le regard ce qui se passe. Le défi qui est le vôtre, dès lors que vous êtes en présentation de projet avec beaucoup de visuels à présenter, c'est de résister à ce que j'appellerais le fatal attracteur. Et c'est super, mais c'est tellement super tentant d'aller regarder mes visuels et de parler à mes visuels, parce que finalement, mes visuels me renvoient une petite lumière sympa, et c'est beaucoup moins agressant que le regard convergent d'un auditoire. Ouais, peut-être. Mais c'est la vie, c'est dur, c'est comme ça. Ma proposition, c'est qu'on cultive cette discipline. Je dois connaître mes visuels par cœur, ou, comme vous me voyez en usé à l'instant, vous voyez que j'ai mon écran de renvoi qui, à chaque fois, me tient en sécurité, je sais où j'en suis, et ça me permet de garder cette connexion et de commenter l'actualité sans parler à mon écran. Corollaire de ce point-là, ma proposition, c'est dès lors que vous êtes en présentation de projet archi, calez-vous, épaule droite ou épaule gauche, ça ne me pose pas de problème, mais le plus près possible de votre image. Pourquoi? Encore une fois, confort d'écoute de mon auditoire, et que le chemin qu'a le regard de mon auditoire à faire pour aller de mon image à mes yeux soit le plus court possible. Parce que acceptez ça. Moi, quand j'écoute un archi me raconter et me vendre son casier de palourde, en fait, je lis sa conviction dans ses yeux, je regarde accessoirement un petit peu les visuels, sauf si vraiment il me faut un coup de flash, mais vraiment je garde beaucoup la personne, voir à quel point elle croit à son histoire. Moi je suis en quête de ça, enfin je ne sais pas comment c'est pour vous, mais voilà, on achète bien ça aussi. On a vu, regarde, les gestes. Oh, les gestes, j'ai jamais énormément de choses à dire. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, dès lors qu'on est à température de cuisson dans notre oral, en général, les mains, elles savent le job et elles accompagnent. C'est-à-dire qu'elles soulignent le rythme, le sens, elles accompagnent assez naturellement pour la plupart d'entre nous. Bien évidemment,
Il y a un moment qui est délicat pour nombre d'entre nous, c'est les 30 premières secondes où on est un peu froid physiquement, la température là-haut, c'est pas encore terrible. Et alors, j'ai le classique, et peut-être que vous êtes surpris à le penser, je sais pas quoi faire de mes mains, c'est la cata. Et alors, pour ça, il y a tout un bestiaire. Je vais vous montrer, je vais poser le micro quelques secondes. Il y a la feuille de vigne. Formidable la feuille de vigne quand on ne sait pas quoi faire de ses mains. Ma proposition pour faire simple et pour justement faire en sorte que les mains agissent le plus vite et le mieux possible, c'est trouver le prétexte de n'importe quel premier mot, que dis-je, la première syllabe pour faire ça. Alors moi c'était facile, j'avais choisi une accroche avec l'empan de la main, donc tout de suite j'avais les bras levés et c'était parti. Mais voilà, trouver le premier prétexte du premier mot, première syllabe pour faire ça. Et ça, c'est chouette. Pourquoi ? Parce que ça ouvre une sorte de passerelle de communication vers mon auditoire et ça fonctionne très bien pour lancer le geste. On vient de voir les attitudes, les postures et les comportements. Et pour faire court, vraiment, je voudrais que vous ayez à cœur de bien mémoriser ça. C'est que la stabilité, vecteur de sécurité, de tranquillité, d'image professionnelle, stabilité. Alors moi, j'aimerais bien qu'on se souvienne d'un certain nombre de points et qu'on le fasse en collectif. Votre prénom, c'est ? Touchka. Vous voulez bien mémoriser ? Stabilité, ancrage ? D'accord. Simon, tu veux bien mémoriser le regard ? Ok, tu te souviendras. Simon, le regard. On continue. Jean-Charles ? Vous voulez bien mémoriser gestuelle ouverte ? Voilà, je compte sur vous. On a franchi le premier cadran sur les attitudes, postures et comportements. Les techniques. On va visiter les techniques et on commence par un de mes chevaux de bataille, les accroches. Et je vais commencer par une mauvaise nouvelle. Mesdames et messieurs du jury, bonjour, merci de nous accueillir pour cette présentation de projet. Notre équipe a été tellement enthousiaste de travailler sur ce projet et honneur, patrie, valeur, discipline, travail, etc. Ne doutez pas, quand un jury entend ça pour la 3e fois de la journée, il entend « Dormez, je le veux, c'est comme d'habitude ». Et oui, assumons cela collectivement. Chaque fois que vous et moi, nous entendons un pitch, une présentation, un orateur, un conférencier, commencer par les classiques, les figures de style classiques, globalement, ça ne nous fait pas sortir de nos chaises et ça nous fait basculer dans ce que j'appellerais en mode d'écoute un peu résigné. Et mentalement, on se dit gentiment, bah, vas-y, envoie, je ferai le tri. Vous pouvez être d'accord avec ça ? Dites oui, c'est le moment. Oui, voilà, c'est parfait. Donc oui, il y a un vrai enjeu à ce moment-là pour faire quelque chose qui fasse différent. N'oubliez pas ça, un auditoire qui vient comme vous ce soir, face à moi, vous êtes arrivé dans cette salle avec ce que j'appellerais votre charge mentale. La charge mentale, c'est quoi ? Mais ce sont vos sujets brûlants, immédiats, c'est le week-end qui va venir, vos activités sportives, personnelles, sociales, que sais-je, les dossiers en cours de traitement, le mail envoyé par reçu, etc. Donc ça, c'est votre charge mentale. Si moi, je ne fais rien pour venir vous attraper et vous donner envie de lâcher prise avec cette charge mentale pour dire « oh, qu'est-ce qui se passe, de quoi il va parler ?» je vous rends la vie un peu plus compliquée, je vous la rends plus difficile. Donc oui, il y a un vrai intérêt à faire quelque chose pour aller chercher mon auditoire et on va regarder quelques outils, quelques cliquets, pas compliqués, qu'on peut mettre en œuvre pour réussir ça. Mode rhétorique plutôt classique, le questionnement, ça fonctionne bien. On va regarder quelques exemples juste après. On va regarder le banc titre, c'est un effet qui peut marcher aussi, sous réserve qu'on fasse une mise en scène intéressante, j'y reviendrai. Références, entendez par là les citations, les personnages référents, les statistiques, génial, les statistiques c'est formidable. Le vécu, l'anecdote un peu plus pointu, on va regarder comment ça se travaille. Et puis l'exhibition, rien de scabreux, soyez calme, tout va bien se passer. Questionnement, voilà, on va poser une question forte sur un enjeu, un défi important que recèle le projet que nous allons travailler. Par exemple, comment projeter votre musée dans son époque ? Elle était forte, celle-là, elle a très bien marché sur le dernier oral que j'ai fait, c'était pas mal du tout. Comment faire de cet établissement un lieu exemplaire par sa performance ? Et puis vous voyez les sous-titres. Quel défi représente 3 petits points ? Boum, sujet. Interpeller un auditoire avec une question forte pour qu'elle prenne tout son sel, pour que ce levier, ce procédé fonctionne. Osons marquer une bonne pause, un peu la pause théâtralisante ou dramatisante juste après, mais vraiment qui donne toute sa puissance au propos.
Les titres, c'est pas mal non plus. Je suis abonné, mais c'est mes filles qui m'ont abonné à ce truc-là, ça s'appelle Science Tips, Art Tips, Eco Tips. Et en fait, je reçois des petites lettres d'information très courtes, c'est plutôt très bref. Et à chaque fois, il y a un petit titre qui pulse, qui fait un clin d'œil, qui pétille et qui attire l'œil. C'est proprement génial. Donc là, je vous en ai mis une série. Et moi, je les trouve drôles. Quand je reçois ça, mais je résiste pas. Je suis en train de faire un truc important, je clique, je regarde, quoi. C'est terrible, c'est d'une puissance d'attraction géniale. Rapportez à vos considérations à quoi ça peut ressembler. Touche K, vous voyez rien du tout. Voilà, ça va aller mieux. Vous pouvez vous. Donc les titres. Voilà, un titre, ça peut avoir sa puissance en envoyant une intention, une ambition, une valeur puissante. Comment faire rayonner, alors j'enlève le comment, faire rayonner votre établissement à l'échelon national. Pour répondre à cette ambition, blablabla, sujet, boum, c'est parti. Valoriser, rayonner, transmettre. Voici les 3 intentions que nous avons mobilisées autour de ce défi, blablabla, sujet. Une sensation doublée d'une vocation. Oral gagnant pour une aréna sportive Porte de la Chapelle pour les JO. On est fait fort là-dessus. Donc les titres, c'est chouette, c'est puissant, ça peut avoir la niaque. Attention, si on fait ce choix, c'est un choix de puissance et on ne peut pas l'évacuer et le brader. Hein, on ne peut pas faire valoriser, rayonner, enchanter. Et puis non, faut y aller, il faut habiter les mots, il faut habiter les intentions, il faut qu'on y soit sang et tripes. Il faut vraiment être dans le match. Référence, citation, je me suis beaucoup amusé sur LinkedIn. J'ai trouvé une de vos consoeurs, Stéphanie Rousseau, qui a lancé une série de posts sur LinkedIn et elle a choisi de commencer chacun d'eux par une citation. Alors là, on en a une des Shadocks, quand même, elle va chercher fort et loin. Les Shadocks, c'est raconter des choses qui ne veulent rien dire, mais qui sont du non-sens. Et on a une autre. Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Voilà, elle en a fait une sorte de pitch directeur. Elle amorce tous ces posts LinkedIn avec des citations courtes. Ça peut être intéressant. Le défi, vous le soupçonnez, si je choisis ce mode d'ouverture, c'est de faire un lien corrélé puissant et intéressant entre ce choix de citation. Évitons le truc trop pompeux ou intellectualisant et bien évidemment le corps, l'intention, l'ambition de ma présentation. Alors je vous ai fait un petit quiz pour la toute dernière en bas. Voilà, je les ai trouvés cet après-midi sur Internet, donc j'ai été chercher Le Corbusier et un certain nombre d'autres brillants gaillards. Dark Vador, n'oublie pas que je suis ton père, mais démarrer un oral archi avec ça risque d'être un peu, comment dire, ça peut être intéressant, un beau défi pour vous. Voilà, et la dernière, vous avez trouvé l'auteur, non ? C'est pour toi, Simon. Les chiffres et les statistiques, c'est génial parce que vraiment, les chiffres et les statistiques sont propres à faire vraiment cet effet coup de cymbale, uppercut à l'estomac qui m'intéresse vraiment pour sortir un auditoire de sa torpeur. Donc, je vous ai montré quelques exemples. 4,7 milliards. C'est le nombre de téléspectateurs, les yeux rivés sur leur écran pour vivre le sport à travers cette aréna que vous, et blablabla, sujet, c'est parti, la fusée est lancée. 87%. Vous voyez la mine dramatique, on se dit, oh, on va tous mourir, quoi. Mais c'est juste ça la puissance du truc. 87% des établissements hospitaliers n'ont toujours pas accédé à blablabla, sujet, c'est parti. Donc vous voyez qu'il y a moyen de tricoter des trucs marrants. Ah, les chiffres avec les considérations émotionnelles, ça marche bien aussi. 13 000 €. Et là, vous regardez votre auditoire d'un air joyeux, réjoui, consterné, c'est vous qui choisissez. 13 000 €. C'est ce que gagnent les entreprises du bâtiment qui ont su, gagnent à l'heure les entreprises du bâtiment qui ont su mettre en œuvre, blablabla, hop, sujet, c'est parti, vous avez envoyé la fusée. Donc là, vraiment, les chiffres, ça fonctionne super bien pour marquer les esprits et vraiment faire ce coup de cymbale. Plus exigeant, vous aviez vu dans la liste, vécu, anecdote. Là, c'est exigeant parce que je propose 2 règles pour démarrer un oral par un vécu ou une anecdote. C'est que l'anecdote soit courte. On ne va pas s'embourber dans un récit homérique de 3-4 minutes. Toute l'auditoire se dit « Et alors, où est-ce qu'il va ?» C'est pénible. Donc, à l'idéal, 20-25 secondes. Et, deuxième règle proposée, un lien intellectuel de magnifique qualité entre l'extraction que je fais de ce vécu et bien évidemment le sujet. Alors cet après-midi, je me suis challengé pour en improviser un nouveau et j'ai trouvé un petit truc, alors je vais le faire avec vous.
concentration, merci. Il y a à Madrid ce Palacio de Cristal. C'est un espace arboré avec une pièce d'eau. Et puis il y a ce Palacio de Cristal qui participe à dégager une ambiance d'une luminosité, d'une ambition. On a vraiment la sensation des gloires des empires passés et ça provoque une émotion très particulière. Si je choisis de vous montrer ça et de partager cette émotion, c'est qu'à travers ce projet et le jeu de lumière, nous avons su, nous avons créé, etc. Blabla, sujet, c'est parti. Donc l'idée, une histoire courte, vécue, une extraction d'un moment minuscule du quotidien. Et en plus, celle-là, elle n'était pas bidonnée. Hein. J'étais à Madrid, j'ai vu ce bâtiment, ça m'a vraiment fait de l'œil. Et donc, vous pouvez quasiment faire feu de tout bois. Songez-y, même en allant chercher votre voiture chez le garagiste, entre ce que vous voyez ou ne voyez pas, entre ce que vous entendez ou n'entendez pas, il y a toutes sortes d'extractions que je peux faire pour mettre un ricochet sur la qualité d'écoute, la qualité de relation, la circulation, l'agilité des flux. On peut rebondir dans toutes les directions, mais de règles, histoire courte, 20-25 secondes, et un lien intellectuel de belle qualité pour faire cette transition. Si je vous parle de ça, c'est qu'à travers ce projet, blabla, c'est parti. Exhibition. Exhibition. J'ai vu 2 trucs qui m'ont vraiment beaucoup plu. Je travaillais avec un groupement, une entreprise en groupement, et on préparait un oral pour un centre aqualudique pour la ville de Valence. Et dans le groupe, j'avais un ingénieur bureau d'études qui était là pour défendre sa copie sur la partie énergie, qui n'est pas la plus mince sur un centre aqualudique. Malheureusement, il avait une allocation de 3 minutes pour son oral, et puis il avait vachement le trac, il me voyait dérouler ce truc sur les ouvertures, je ne le voyais pas lire au fur et à mesure, je disais, il va faire une syncope. Et juste avant les répétitions, il sort de la salle, au trop enlevé, puis il revient, l'air plutôt content de lui et rasséréné. Et au moment de la répétition, on fait les passages. Quand vient son tour, il se campe devant nous et il sort de sa poche une ampoule électrique. Il reste silencieux quelques secondes et il nous dit « Ça, mesdames et messieurs, c'est l'équivalent de la consommation électrique annuelle de cette pièce d'eau de 1 hectare qui, grâce au bassin de décantation, et pouf, le truc était parti, l'auditoire collé. Et ce qui était très chouette, c'était que c'était plein de bonnes vitamines. Pourquoi ? Parce que le gaillard, il était tellement content de sa bonne idée, puis il a vu que ça marchait bien, que ça l'a rasséréné, ça lui a fait évacuer en partie son trac. Il était bien, il était lancé, il était super content. C'était juste un joyau, c'était magnifique. Plus près de nous, une autre de vos consoeurs a démarré sa présentation à Archie. Le sujet ne prêtait pas à faire beaucoup d'entrechats ni de trucs très, très, très joyeux. C'était une rénovation d'un habitat collectif. Et elle a fait ce truc-là astucieux. Première seconde, elle sort de son sac un petit cube 6 faces. Et en fait, en impression 3D, elle avait fait graver sur chacune des faces du cube un des éléments de parement de façade qui venait créer une ponctuation, des failles, des respirations sur la façade. Super astucieux. Le jury était collé comme ça, regardez son truc. Elle a eu le bon réflexe de faire disparaître le cube une fois qu'il a apporté sa valeur ajoutée pour ne pas perturber l'attention et parasiter ses messages sur son déroulé. Très astucieux, très efficace, très puissant pour démarrer. Je suis vraiment très attaché à ce principe et à cette discipline des ouvertures. On peut faire des choses vraiment astucieuses et puissantes sans, en aucune manière, frôler ce que j'appellerais la frivolité. Ce n'est pas un problème. Et je vous jure, ça n'est pas une blague. Au moins 2 à 3 fois par an, j'ai des équipes qui, après l'oral, m'appellent et me disent « Antoine, il y a un mec du jury qui est venu me voir, il m'a dit « Sans sas, votre accroche, votre démarrage. Enfin, on respirait, c'était pas plan-plan, rond-rond comme d'habitude. On a vraiment passé un super moment. » Donc ça marche, ça produit des effets intéressants et qualitatifs. Il y a une question qui vous brûle les lèvres, je me doute bien. Hein, ça, je vois bien que vous vous retenez à 4. Et les ablutions protocolaires quand il y a le maire, le préfet, bref, du beau linge dans le jury. Ma proposition, et alors, ablution protocolaire, hein, rigolez pas, mais il y en a qui le font vraiment. Monsieur le maire, monsieur le 3e préfet, monsieur le 5e secrétaire du fond du couloir à gauche, respect, honneur, prosternation, patrie, on est à droit à tout, et donc ça fait des trucs des paquets un peu longs. Ma proposition alternative, c'est de souscrire. Parfois, ces figures de style sont nécessaires et ne sont pas dérogeables. Ma proposition, c'est de les déplacer de quelques poignées de secondes, de commencer par votre accroche, c'est-à-dire d'envoyer l'ambition, le match, et de produire cette sensation auprès du jury. Waouh, c'est pas comme d'habitude, j'ai facilement envie d'écouter la suite. Je fais une pause et je fais effectivement ce passage. Monsieur le maire, madame le
après fait, etc. Merci de nous accueillir pour cette orale, etc. Et présentation de l'équipe. Et ensuite, on peut envoyer le match. On est toujours dans le cadran technique. Je parle quelques instants de la notion de structure. C'est extrêmement intéressant si vous en guettez, si vous en trouvez l'opportunité, de trouver, même dans un cadre de présentation de 4, 3, même 5 minutes, la possibilité de structurer votre propos. Je me suis prêté à cette discipline et vous ne l'avez peut-être pas forcément vu passer, mais en tout démarrage, juste après avoir fait l'accroche sur l'empan de la main et posé mon sujet, j'ai dit on va visiter 3 cadrans. Vous vous souvenez des 3 cadrans? Merci de m'aider. Oh, le moment de solitude. Comportement, merci Jean-Charles, vous êtes parfait. Les techniques, un deuxième cas accroché. Les stratégies, merci, je te l'ôte, je vois bien. Alors, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça et pourquoi vous pourriez le faire et y trouver quelques bénéfices? Ce faisant, vous produisez plusieurs choses intéressantes. D'abord, dans la tête de vos auditoires, vous créez des petites boîtes mentales très simples. Pour que ces boîtes mentales soient simples et accessibles, pour qu'elles puissent recevoir de l'information, il faut que les titres soient courts. J'ai dit comportement, technique, stratégie. Je n'ai pas dit, alors en 1, on va voir les comportements, c'est super important, les attitudes, les postures. Si je fais ça, c'est mort, ma boîte, elle n'est pas créée. Donc des titres extrêmement courts, quand bien même mes titres seraient un peu abscons et pas forcément, c'est pas un problème. Des titres courts, je crée 3 boîtes dans la tête de mon auditoire. Il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que moi, je me sens en sécurité et ça me donne du confort de concentration. Pourquoi? Parce que je sais que quand je monte au front sur un oral et que j'ai en tête mon accroche, l'empan de la main, mes trois boîtes, globalement, je connais mon histoire à l'intérieur des boîtes, donc je suis en sécurité. Et troisième effet qui se coule, vous créez du confort d'écoute et de concentration pour votre auditoire, voire même vous augmentez le score de mémorisation. Ça le fait. Quatrième, mais pas le moindre, ça participe à vous donner l'image d'un professionnel qui maîtrise son jouet, qui maîtrise son histoire et qui maîtrise ses caps de communication. Et ce n'est pas la moindre des vertus, elle est aussi intéressante. Alors, on avait mémorisé quelques éléments sur les attitudes et postures. Je voudrais qu'on mémorise aussi quelques éléments sur la technique avant de fermer le banc. Vous voulez bien mémoriser le premier point pour réussir une ouverture, c'était le questionnement. Questionnement, c'est pour vous. Je vous propose de mémoriser les titres. Vécu, anecdote, exhibition, chiffres et statistiques. Je sais que vous en avez déjà un, mais ça en fait 2, ça va aller. Non? C'est bon? Ouais, 4. Super. Donc ça, c'est bon. Structure, qui va me mémoriser les structures? Structure, vous mémoriserez? Structurer son propos, ça joue. Toujours dans le volet technique, rien de très sorcier, réussir sa conclusion. Je vous ai mis plusieurs typologies de conclusions. À mon avis, les 2 premières sont celles qui collent le mieux auprès d'une présentation archi. Alors encore une fois, citation, on va éviter de faire pompeux et intellectualisant. Mais voilà, plutôt un récapitulé. Et pardon, ce que j'appelle un récapitulé, à l'idéal, c'est moins de 15 mots. Plus de 15 mots, c'est un autre développement, c'est une autre histoire. Et ça peut rendre les choses compliquées. Ça peut diluer votre impact en conclusion, ça pourrait être dommage. Dans la mesure où vous interviendrez à l'oral en équipe et qu'il y ait des passages de relais, le classique, c'est « et je passe la parole à Nicolas » et je passe la parole. Ce qui n'est pas un gros problème, ce n'est pas d'une élégance folle, enfin globalement, ça fait le job. Ma proposition, c'est de travailler des formules qui laissent pressentir quel va être le sujet. Pour comprendre l'écriture architecturale, on va écouter Jean-Charles. Pour découvrir la note paysagère, on va écouter Sylvie, et ainsi de suite. Voilà, c'est pour lancer les sujets et pour amener l'orateur suivant à se préparer à intervenir. Donc, le schéma global, quand on intervient en équipe, c'est A fait son accroche, lance son pitch, fait sa conclusion que j'appellerais conclusion intermédiaire et enchaîne sur le lancement de son suivant. Et ainsi de suite, d'intervenant en intervenant jusqu'à l'ultime conclusion s'entend. Dernier cadran pour la note, le cadran technique, dernière note, les aides visuelles. Il y a du sujet, vous allez sourire, je suis sûr. Revenons à l'essentiel, 2 motifs et 2 motifs seulement pour utiliser des aides visuelles, faciliter la compréhension et faciliter la mémorisation. Or ça,
on est hors sujet. Et je plaide coupable comme nombre d'entre nous. Parfois, je prépare une intervention ou une formation et je me retrouve comme un gros ballot à écrire tout ce que j'ai envie de dire sur mon support visuel jusqu'à ce que je me rende compte. Et oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder d'abord les règles de bon sens, et vous allez voir, c'est pas de la science des requêtes, hein, c'est plutôt du simple et du bon sens. Et je suis sûr que vous avez déjà lu et entendu tout ça, donc patience. C'est vraiment juste du bon sens. Un titre, peu de mots, valoriser, privilégier des images et des photos. Utilisation ponctuelle, alors là je l'ai mis en italique grisé parce que sur un projet archi, bah oui, on est beaucoup sur du visuel, donc voilà. Mais vous voyez que pendant mon déroulé, de temps en temps, j'envoie un écran noir parce que je veux passer sur un autre mode de communication que le mode support. Vous voyez que je m'astreins à ne jamais parler à mon écran, je l'ai évoqué tout à l'heure, je conserve le lien visuel avec mon auditoire. Pour cela, j'utilise la Magic Touch, sur Apple, c'est la touche B comme black. Boum, j'envoie un écran noir. Si je fais W, ça va faire un écran blanc. Et sur les autres machines, ça peut être N comme noir, sachant que si vous êtes en vidéoprojecteur, la plupart des télécommandes des vidéoprojecteurs ont une touche qui s'appelle Mute, Pick Mute, blanc. Et ça fait à nouveau un écran noir. Une fois que ça a apporté, ça a fini de jouer une valeur ajoutée, comme les aides visuelles, ça disparaît. Et il est temps de visiter notre petit musée des horreurs. Alors, je vais nuancer. Dans ce que je vais vous montrer, il y a potentiellement d'excellentes choses, mais telles que, en l'état, moi, je ne peux pas bosser avec. Le premier, il pourrait être sympa, on voit, il y a des petits filets rouges là qui indiquent, on sent bien que c'est de la thermique, c'est de la température qui circule, c'est super. On voit à côté des petits filets bleus, oh super, de l'air conditionné, on commence à comprendre, génial, je suis intelligent, je commence à comprendre ce que me présente. Oui, mais au moment où cet archi me présente sa copie, mon cerveau essaye de faire un exercice intenable. J'essaye de lire, de comprendre les filets bleus et les filets rouges, de trouver jolie ou pas jolie l'image, et en même temps de jointer ce que j'entends avec le texte qui est en bas. Exercice impossible, et vous imaginez bien que dès cette seconde-là, je commence à passer en écoute, que j'appellerais écoute dégradée. Forcément, mon écoute, elle est parasitée par cet effort impossible. En l'état, moi, présentateur de ce visuel-là, je ne peux pas bosser, je ne peux pas exister en ayant une valeur ajoutée à côté de ça. Soit je vous l'envoie et je vous laisse tout seul et vous lisez, vous êtes grand, soit j'ai un truc à raconter, et ça lutte. Tout le reste est du même métal et pose exactement les mêmes problèmes pour les mêmes raisons. Potentiellement de bonnes choses, de bonnes explications, mais là, tel que je ne peux pas bosser avec, c'est beaucoup trop nourri, c'est intenable. Là, j'en vois qui rougissent parmi vous, je comprends. Bien, mais pour de vrai, hein, je l'ai pris d'une présentation concours, hein, je l'ai pas bricolé pour vous taquiner. Hein. Voilà. Alors, je fais un arrêt sur image sur celui-là. C'était la première fois que je voyais une timeline avec un petit truc de design, j'ai trouvé ça pas mal. Alors, je l'ai un peu taillé quand même parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de messages. Et le challenge que j'ai posé à la personne qui s'occupait de vendre cette histoire-là, c'est de dire, écoute, il y a probablement des choses qui sont très classiques dans ce que tu pourrais dire sur ces points-là. Donc, tout ce qui est classique, tu ne le commentes pas, tu me le mets en grisé et tu ne commentes que 3 étapes fortes sur lesquelles tu as une valeur ajoutée dans ce que tu peux raconter. Et on a fait comme ça, et bon, ça s'est bien passé. On en a terminé avec le volet technique et je vous propose de vous souvenir, pour les aides visuelles, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai bloqué. Utilisation ponctuelle, petit rameau des images, ça suffira. Ça va aller? Bon, vous pouvez partager avec vos voisines alors. Troisième partie, stratégie. Et vous voyez, j'applique moi-même la méthode. En faisant ça, je rends ma structure audible et lisible. Et ça a plusieurs bonnes vitamines. D'ailleurs, moi, je sais où j'en suis. Vous, du coup, vous savez où on en est. Puis vous respirez, vous dites, ah, ça y est, troisième partie, enfin, le drapeau damier ne doit plus être très loin. Donc, tranquille, on peut respirer, on peut se détendre. Donc voilà, c'est intéressant de continuer de garder cette discipline-là. Pourquoi parler de stratégie? Je reviens sur la question de fond d'abord. Pourquoi il y aurait besoin de stratégie? Tout simplement parce que les équipes que j'accompagne sur des euros, parfois elles ont des temps de présentation qui sont hyper timés et puis on rigole pas. Parfois certains jurys sont cool, d'autres ne sont pas du tout, c'est à la minute. Hein. Je vois Jean-Charles Aclassier, vous avez peut-être déjà vu ce genre de choses et vous n'êtes pas le seul. Donc, de la stratégie, pourquoi? Parce que j'ai un contenu qui est comme ça, à transmettre parfois en 40, parfois en 25, parfois en 20. Et là, j'avais un dossier qui pesait 600 millions d'euros. J'étais sur les fesses. Ils ont eu un quart d'heure, ils ont eu 15 minutes pour défendre leur copie. 15 minutes. Des mois de travaux, de réflexion, de préparation, 15 minutes.
Et donc oui, là, il commence à y avoir besoin de stratégie parce que je ne peux pas faire comme la radio et dire en limitation des stocks disponibles suivant l'acceptation de vos dossiers Crédit Parc. Ça ne passera pas. Ça ne sera pas le projet de parler plus vite pour tenir en 15 minutes. Donc on va faire des choix. Qu'est-ce qui va nous aider à piloter ces choix? Et c'est là qu'effectivement, le titre est peut-être un peu pompeux, mais c'est là qu'on va parler de stratégie. Première clé de choix, de sélection, une bonne question très saine à se poser, c'est que je sois le paysagiste, le bureau d'études, l'architecte ou le bâtisseur, quelle est ma vision, ma sensation du besoin profond de mon client? Et si j'insiste sur une chose qui a presque l'air d'une lapalissade et d'une évidence, c'est que parfois le besoin profond, il n'est pas marqué en toutes lettres dans le cahier des charges. Il peut y avoir des enjeux régionaux, départementaux, qui ne sont pas marqués en toutes lettres dans le cahier des charges. Et ce n'est pas inintéressant de les connaître, ou en tout cas d'en avoir la sensation. Une fois que j'ai ça, je peux me poser pour ma partie une question, c'est quelles sont les 3 valeurs ajoutées particulièrement astucieuses, particulièrement futées, que j'apporte et qui répondent à ce besoin profond? Avec ça, déjà, on a 2 clés d'entrée qui sont astucieuses pour faire des choix et malheureusement faire aussi des renoncements. Il y a des choses que je vais laisser au second plan pour me concentrer sur des essentiels sur lesquels, par contre, je vais être vachement puissant. Pédagogie et vente d'idées, je vais y revenir dans quelques instants. C'est oui, effectivement, sur ces 3 valeurs ajoutées, qu'est-ce que je vais faire pour être crédible, convaincant et pédagogue? Ce que je trouve très intéressant avec cette réflexion sur la notion de pédagogie et de vente d'idées, c'est que vous pouvez avoir dans un jury, sur un projet archi, des réactions très primaires. Et puis, je suis le premier à l'assumer. Vous savez, on a ce réflexe au trip, c'est moche, c'est beau, le truc très primaire. J'ai déjà éprouvé un sentiment pas hyper enthousiaste sur un projet. Par contre, dans les explications que j'ai entendues, dans les explications sur la pédagogie, sur les réponses astucieuses, j'ai lâché prise avec mon c'est moche. Je dis, pétard, c'est malin. Et c'est génial d'aider un jury, d'aider des personnes qui ne connaissent pas, qui sont un peu collées, qui ont un peu les godasses un peu collées sur ces moches, de les faire twister et basculer sur un... C'est vraiment astucieux et ça apporte quelque chose de chouette. C'est juste génial de faire ça. Et c'est vraiment tout le bénéfice d'une présentation réussie. Fil narratif, je vais y revenir dans quelques instants. Ce que j'appelle le plancher pour une certaine idée la proposition de vente d'idées, et on rejoint aussi le fait d'aider mon client à comprendre en quoi il en a pour son argent. C'est que je travaille une discipline personnelle pour faire en sorte que quel que soit le point technique que je décris, que je présente, que je montre, je me mette moi-même en demeure d'en verbaliser le bénéfice pour les utilisateurs ou pour le client. C'est pour ça que je vous ai mis ces 3 petites phrases, là, ces 3 petites passerelles, ce qui vous permet, ce qui vous garantit, ce qui vous apporte. Et je n'ai pas de bonne explication. Parfois, certains ingénieurs, certains paysagistes, certains architectes l'ont spontanément, culturellement, et je ne sais pas d'où ils le sortent, parce que ce ne sont pas forcément des personnes qui ont des cultures commerciales, mais certains l'ont par réflexe, d'autres pas, et d'autres qui ne l'ont pas. Parfois, je surprends des architectes à m'égrener comme un inventaire à l'après-vert. Alors là, vous avez l'escalier, là, vous voyez que vous avez les locaux techniques, et puis là, la circulation sur double voie qui emmène sur les terrasses. Et donc, j'ai un descriptif, j'ai le menu touristique, mais jamais je n'entends ce qui vous apporte, ce qui nous a permis. On a fait ça parce que, avec une intention sur une valeur ajoutée, comme si ça allait de soi. Et en regard de quoi, je vous renvoie au dicton de votre grand-mère auvergnate qui dit « ce qui va sans dire va mieux en le disant ». Et c'est ça l'idée d'être complètement explicite. Et c'est en cela, à cet endroit-là, qu'on va toucher sur « je rends mon client intelligent sur ce qu'il achète ». Plus fort encore, je lui donne la sensation de pourquoi et en quoi il en a pour son argent. C'est juste là que ça se joue. Dans notre faculté à être très pédagogue de « j'ai fait ça ». Pour ça, j'ai fait ça, pour ça, ça vous apporte, ça vous garantit. Vraiment, ça, c'est pour moi, c'est le niveau plancher. Donc, la notion de fil narratif, c'est comment je fais pour rendre une information piquante, intéressante, poignante. Pas très facile, alors je nous sors momentanément quelques secondes de notre périmètre architecture et je vous bascule dans cette saga inénarrable de, comment il s'appelle, Indiana Jones. Vous avez tous vu au moins une fois Indiana Jones. Faites oui de la tête, ça passera, ça va le faire. Donc on a notre fameux héros, notre Indiana Jones. Si je vous dis que Indiana Jones traverse la prairie en courant, si je ne vous dis que ça, vous dites il fait un jogging, ça va pour lui. Bon, il arrive au bout de la prairie, il y a une rivière, donc et puis il aperçoit un pont de singe, il traverse le pont de singe et puis il traverse, c'est fini. Mais c'est pas comme ça
que les scénaristes de Indiana Jones nous vendent leur soupe et les épisodes 1, 2, 3, qui c'est 4. Ben non. Indiana Jones, il vient de voler le crâne sacré de la tribu, le crâne de cristal de la tribu, et en fait, ils le poursuivent tous avec des sagas et des flèches empoisonnées. Donc, il court pour sauver sa peau, il arrive en bas de précipice, il y a des crocodiles, 100 mètres de pic, oh, un pont de singe, il est sauvé, il traverse, il coupe les lames, il est sauvé. Si je découpe ça en tranches fines, on a une situation, un enjeu, un suspense, il a volé un objet qui ne lui appartenait pas, et il lui court aux fesses pour lui faire la peau. Effectivement, solution, il court, il traverse le pont de singe, il coupe les lianes, il est sauvé, bénéfice. Et c'est ça, c'est cet artifice scénique qui nous tient en haleine. Rapporter à nos sujets, pétard, à quoi ça pourrait ressembler? On ne va pas jouer avec Indiana Jones, ça ne va pas le faire. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Je repense à cet architecte que j'entendais présenter un sujet qui avait une densité, c'était vraiment un CHU, c'était un truc énorme, c'était plutôt complexe, et alors il égrenait toutes les lignes que vous avez sous les yeux, et effectivement, il faisait le coup de l'inventaire à l'après-vert, et moi j'étais, ouais, et alors, je poussais pas trop loin, moi j'étais le néophyte, je connaissais rien, donc j'avais qu'à me taire, mais bon. Et ma proposition, c'est de dire, ouais, t'es malin Antoine, mais si tu devais te prêter à l'exercice? Donc j'ai un peu improvisé dans mon côté, j'ai gribouillé pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Et en fait, j'ai trouvé un enjeu. J'ai trouvé un enjeu qui n'était pas en toutes lettres dans le cahier des charges, mais que l'équipe m'avait plutôt pas mal restitué dans la narration qui m'avait fait de ce projet. Oui, il y avait une volonté très forte que cet établissement devienne vraiment un truc référent, mais au niveau national, sur la qualité des soins. Donc ça, c'est l'enjeu. Pour ça, on a créé, regardez cet espace-là, vous voyez, on a créé un couloir qui part du service des urgences, qui en moins de 25 pas permet de rejoindre le service de radiologie. Génial. Ce qui accélère, vous le soupçonnez bien, la qualité et la rapidité des diagnostics. Vous voyez que c'est une improvisation à dessous, mais vous voyez qu'il y a manière de tramer un descriptif, une information, pour lui donner tout son sel, sa juste importance. Et quand je précise la notion d'enjeu, en fait, verbalement, je peux faire un warning à l'auditoire. Attention, ce que vous allez entendre recèle un enjeu considérable. C'est grâce à ça que votre hôpital, votre groupe scolaire, votre centre aqualudique va être attractif, renommé, rayonnant, super rayonnant. Donc c'est vraiment jouer un coup de cymbale. Je donne l'information et je termine sur le bénéfice. Grâce à ça, vous avez un centre aqualudique branché avec sa popularité, etc. Je ne dis pas que c'est un exercice complètement confortable et facile à faire. Moi, je dis qu'il est vraiment intéressant, et je redis pourquoi. Parce que je le trouve intéressant, parce qu'il peut aider certaines personnes dans l'auditoire à lâcher prise avec le c'est beau, c'est moche. C'est super astucieux, c'est exactement ça qu'il nous faut. Et encore en plus, aider vos auditoires à comprendre en quoi ils en ont pour leur argent et en quoi votre réponse touche son besoin profond. Donc vraiment, je trouve que c'est un bras de levier pédagogique de première importance. Donc voilà, après, il n'y a plus qu'à broder, à travailler et à réfléchir à la manière de structurer vos propos avec cet effet de... Alors, fil narratif, l'expression est peut-être un peu ampoulée, mais n'empêche, vous en comprenez l'intention. J'ai du mal à me rendre compte du temps passé. On est comment? J'ai perdu 10 secondes pour poser le drapeau. Je vous montre cette photo. J'ai pris l'habitude sur les équipes que j'accompagne, avec les équipes que j'accompagne, de faire ces photos d'équipe. Vous voyez que ce ne sont pas des photos de premiers de la classe qui sourient benoîtement en regardant. C'est un peu le bazar. Ils se racontent des coups, ils se vannent, ils s'envoient des petits coups de coude. Même Simon s'y est prêté il y a quelques mois sur un oral. Et j'utilise cette photo strictement pour renvoyer ce message sous-jacent au jury et aux auditoires. C'est, regardez, il y a de l'intelligence qui circule. Ça, c'est des vrais gens. On a envie d'aller boire une bière avec des gens comme ça. Ils ont l'air sympas, on a envie d'être leurs potes. Donc, le prédictif qu'on peut se faire, 18 mois, 24, 32 mois de travaux, avec des gens comme ça, ouais, peut-être bien. Parce que des travaux, c'est des incertitudes, c'est des engueulades, etc. Moi, je préfère m'engueuler avec des gens avec qui je sais que je peux parler et partager une bière. Vous pouvez être d'accord avec ça? Donc cette photo, elle est faite pour envoyer cette sensation-là. Et je trouve qu'elle est intéressante à utiliser soit en ouverture d'oral ou de présentation de projet, soit dans la courte finale, quelques secondes avant la fin, avant d'ouvrir la session questions-réponses. Elle envoie quelque chose, un message intéressant. Et encore une fois, ce message-là, il est fait pour jouer sur le temps long, sur l'espèce de prédictif subjectif que peut se faire votre auditoire de « ouais, 2 ans, j'ai plus envie avec eux qu'avec n'importe qui d'autre ». Jean-Charles m'a posé une question tout à l'heure, il m'a dit, mais finalement, si j'applique bien
toutes les techniques de prise de parole. Est-ce que ça va pas avoir un côté un peu mécanique, robot? Puis alors, si jamais il y a quelqu'un, imaginez mon concurrent qui a été formé par la même personne, mais il applique les mêmes méthodes, donc on va avoir des clones. Puis on parlait de la campagne politique qu'on a eue. Ils sont géniaux, nos politiques. Ils ont fait de nous des experts en communication non verbale, parce que ça nous a emmenés dans un exercice intenable. Si on lisait les feuilles d'intention, on voudrait voter pour tous, mais finalement, quand on les regarde à l'écran, ça ne produit pas le même effet. Donc ça nous rend tous plus ou moins experts, des quasi mentalistes de on le sent, on ne le sent pas, on la sent ou on ne la sent pas. Et ce n'est pas très évident. Alors, le défi qui se pose à nous, c'est à quel endroit je veux me tenir. Charismatique, ça chatouille un peu. Pourquoi? Parce que parfois, on a la croyance que le charisme, il y en a qui sont nés avec, ils l'ont dans l'ADN, tricoté au très profond. Et puis, il y a moi, je fais comme je peux. Et c'est pas super évident. Alors, parfois, j'ai des interlocuteurs. Ah non, Antoine, ça a l'air super. Non, c'est formidable, vos techniques, ça a l'air vraiment très bien. Mais moi, vous savez, je suis un peu de la vieille école. Moi, je fonctionne bien en freestyle. J'aime bien mon naturel. Et parfois, ce que ne perçoivent pas immédiatement ces personnes, c'est que ce qu'elles appellent leur naturel, c'est juste ce à quoi elles sont habituées en posture refuge. Donc c'est pas forcément la meilleure expression de leur personnalité, mais je laisse ça. Le naturel, je m'en méfie un peu, parce que le côté venez comme vous êtes, à la one again, je ne suis pas complètement sûr. Ne serait-ce qu'en termes de message de respect sous-jacent envoyé à l'auditoire. En appliquant effectivement les techniques qu'on a visitées ensemble il y a quelques instants, je vous garantis que vous vous situez dans une échelle de professionnalisme de présentation plutôt très haute. Mais évidemment, la bonne question, c'est et qu'est-ce qui serait susceptible de nous emmener un petit peu au-dessus de la barre et d'accéder à quelque chose de plus rond, de plus moelleux, qui ne soit pas la mécanique appliquée des bonnes techniques de communication. Bonne nouvelle, il y a plus qu'une seule réponse. Il y a plusieurs pistes qui peuvent vous surprendre. Le choix des accroches que vous êtes susceptible de faire. Ne doutez pas, le choix des accroches que vous pouvez faire parle de vous, parle de qui vous êtes. Et le gars qui choisit de faire le singe avec sa main en disant « Ah, l'emport de la main, c'est ci, c'est ça, etc. » il a une tonalité, il a une couleur, il a une forme d'énergie. Quelqu'un qui serait plus confidentiel sur rayonner, transmettre, inspirer les générations montantes, vous voyez, il parlerait de lui d'une manière complètement différente. Celui qui va vous envoyer un 87% tonitruant, voilà, il a sa griffe. Donc, ne serait-ce que cela, le choix des accroches, des singularités que vous allez mettre à cet endroit-là est un des révélateurs intéressants de personnalité. Il y en a plein d'autres. Les analogies, les exemples que vous êtes susceptibles de convoquer pour nourrir une explication, pour clarifier un propos. Parfois, si vous avez dans vos sujets un endroit où il y a un caramel un peu dur sous la dent là, qui nécessite de la vulgarisation, c'est vachement intéressant. Les analogies, les sécoms. Peut-être que vous connaissez Hubert Reeves, cet astrophysicien qui est célèbre pour ses efforts de vulgarisation. À une classe de CP, il n'explique pas le rapport de diamètre du Soleil et de la Terre avec des 10 puissance X. Il brandit une orange et une tête d'épingle et il y a une fulgurance de compréhension. Ça, c'est chouette. Et ça, c'est une griffe, c'est une marque de fabrique. Les anecdotes que vous pouvez convoquer, et ça me rappelle ce que j'ai vu, etc. Ça, c'est vraiment intéressant de nourrir ça. Et encore une fois, ces anecdotes parlent de vous. Plus surprenant, vos imperfections. Votre façon d'hésiter, de buter sur un mot, votre façon de postillonner, que sais-je, votre façon de vous gratter la tête quand vous réfléchissez. Tout ça, toutes ces micros, un peu de ces petites scories qu'on voudrait presque gommer et faire disparaître, ben non, elles sont chouettes, c'est vous tout entier. Donc moi je serais plutôt pour chérir nos imperfections, avec cette limite, il ne faut pas que ça soit polluant pour la communication, mais elles font partie de vous et elles sont chouettes. Osez le jeu. Osez le jeu, osez vous approprier. Et là, je vous parle d'un truc de temps en temps. J'ai parfois des personnes qui, dans leur présentation, sont très distanciées. Il faut considérer qu'on considère qu'eux, mais ils ne sont jamais dans le match. Ils décrivent toujours quelque chose qui est extérieur à eux-mêmes. Et moi, j'aime bien ces personnes qui prennent les sujets à la tripe, ils prennent à bras le corps. Ouais, alors là, j'ai voulu faire ça, mais regardez, il faut que je vous montre, etc. Enfin, ils vivent le truc, ils vivent l'histoire. Alors, je vous l'improvise à ma manière. Chacun son style. Et comme je l'évoquais avec Jean-Charles, il y a parfois des personnes qui ont une densité personnelle extraordinaire par le calme, et vous en connaissez certainement. La bonne communication, ce n'est pas forcément des gesticulations et des vociférations. Je frôle ce style parfois, mais tant pis pour moi, mais j'aime bien en plus. Mais voilà, la densité par le calme existe aussi, la séduction par le calme, c'est quelque chose de très chouette aussi. Donc ne doutez pas, le charisme, il est juste à portée de main.
un peu de rigueur en amont sur la préparation de l'application de ces techniques. Et vous avez vu, encore une fois, ce n'était pas de la technologie spatiale. Ce qu'on a vu ensemble, c'est énormément de bon sens, toutes ces choses-là, mais bien tricotées ensemble. Elles sont de nature à faire un maillage entre les comportements et les techniques qui donne la meilleure chance à deux choses, l'expression de vos personnalités et la vente de vos idées puissantes. Le dernier cliquet pour que tout ça, cette mayonnaise prenne, eh bien, ça commence à être un petit peu mon boulot. Et c'est effectivement ce qu'évoquait Simon en préambule. Depuis 8-9 ans maintenant, j'accompagne beaucoup d'entreprises qui créent des groupements pour répondre à des appels d'offres et je coach les préparations sur le plan, la note artistique, la note technique, la note stratégique. Et puis on fait de la répétition. Donc là, vous voyez des petits extraits, je fais des petits shoots vidéo des personnes pendant qu'elles passent, je les débrief, on coach, on recommence. Et ça nous permet de tenir les chronos, ça nous permet d'être puissants sur les messages. C'est tout le bien que je vous souhaite. On va faire juste une mini révision de tout ce qu'on a appris depuis le début. Qui avait le premier point, le point numéro 1? C'était Douchka, c'était quoi? Génial. Point numéro 2. Super. Qu'est-ce qu'on avait? Oui, merci Jean-Charles. Et puis, pardon, le questionnement, les leviers d'ouverture. Qu'est-ce qu'on avait d'autre pour faire les ouvertures? Chiffre statistique. Bravo, vous l'avez eu. Génial. Qu'est-ce qui nous manque? Ensuite, dans le dernier cadran, les aides visuelles, qu'est-ce qu'on avait? Oui, bravo. Et puis, ouais, pardon. Je m'emballe, mais... Partager nos messages, s'entraîner à faire ce sport qui est de vendre des idées. Je continue de trouver que c'est un sport de la personnalité absolument génial. Ça cultive, ça muscle tout, la maturité, la confiance en soi. C'est tout le bien que je vous souhaite. Je vous souhaite de magnifiques expériences. Merci de votre écoute. On peut prendre le temps de quelques questions-réponses si vous souhaitez échanger. En effet, passionnant. On a bénéficié de ton aide sur plusieurs concours. C'était très, très intéressant. Peut-être un petit mot sur l'homogénéisation d'une équipe, parce qu'on a fait des répétitions. Il y a ceux qui ont peut-être plus de bagou, plutôt une verve assez facile, ceux qui sont plus timides. Et en effet, chacun a son propre charisme. Comme tu dis, il y a ceux qui vont être très volubiles, puis ceux qui vont être plutôt en retrait. Comment on fait pour lisser à travers les répétitions, les caractères, et pour pas qu'il y ait des pics entre quelqu'un qui va, comme tu dis, faire décoller la fusée, et puis quelqu'un qui va avoir du mal à la stabiliser, et que ça redescende? Il y a eu des fois sur certaines équipes où ça m'a un petit peu pincé, inquiété, embarrassé, parce que je voyais effectivement des forts écarts de niveau. Avec le recul, je continue de trouver que c'est presque une chance parce que ça crée du contraste, ça crée des montagnes russes dans la puissance du message. Donc effectivement, il y a des gens qui sont un peu moins bruyants et un peu moins scintillants, c'est tout à fait juste. Je trouve que ça apporte du contraste et en fait j'ai renoncé à l'envie de lisser et de créer une homogénéisation parce que je suis pas sûr que ce soit la meilleure quête. Et je trouve que la meilleure quête c'est vraiment dans cet effet de contraste, c'est un tel il est puissant, etc. Et ça fonctionne entre eux. Et ça, je trouve ça une valeur intéressante. Jean-Charles? À mon questionnement du départ, j'ai eu la réponse. Et en fait, il y a de la technique, mais peut-être pas tant que ça. En fait, j'apprécie a priori ce que vous laissez place aux personnalités de chaque personne. Comme moi, je suis plutôt là pour défendre les jeunes inscrits. Est-ce que pour arriver à répondre à leurs attentes, il faut plusieurs séances? Comment ça se passe un peu concrètement? Alors, sur l'accompagnement effectivement d'un projet qui va faire l'objet d'un oral compétitif, je continue d'expérimenter, Jean-Charles, ça fait 8 ans que je le fais. Pour autant, en plancher, je dirais que j'obtiens un résultat très qualitatif dans cette configuration. Une première matinale, une demi-journée, pendant laquelle je prends la mesure du sujet, du projet. Alors j'essaye de me faire envoyer des visuels avant pour essayer de comprendre de quoi on parle. Mais voilà, pour prendre la tonalité de l'équipe, les réserves de puissance de chacun. Et je fais la présentation que je viens de faire avec vous. Je partage avec le groupe. Et à la fin de ce partage, je leur donne des devoirs des vacances pour le prochain rendez-vous. Et les devoirs, c'est vous m'écrivez une bafouille avec votre vision perso du besoin profond du client et les 3 valeurs ajoutées que vous visualisez pour répondre à ça. Et puis,
j'insiste pour qu'ils me trouvent quelques pistes d'accroche à titre perso et quelles seraient leurs conclusions intermédiaires sur leur partie. Et avec ça, voilà, ils ont un kit de travail, de préparation et j'essaye d'obtenir de la part de mes clients une journée ou 2 demi-journées la veille ou l'avant-veille de l'oral pour serrer les boulons. Et là, on commence à faire le montage du gâteau. J'entends par là définir l'ordre de passage des intervenants, les allocations de temps relatives. Alors, en général, l'ouvreur, c'est souvent le chef à 6 plumes du bâtisseur qui s'y colle et je lui donne somptueusement une bonne minute pour l'ouverture. Ensuite, c'est souvent l'architecte qui prend le lead sur 8, 12, 15 minutes, puis le paysagiste, puis le bureau d'études, puis le responsable travaux, planning, etc. Et donc, on fait plusieurs boucles de répétition dans la journée avec 2 quêtes principales. D'abord, la tenue du chrono s'il y a un sujet sur la tenue du temps. Et puis ensuite, la puissance des messages et le fait qu'effectivement, on obtienne quelque chose de convaincant et de puissant. Merci, j'avoue que je ne me suis pas présenté, j'ai oublié de me présenter, donc je suis Antoine Mouret, vous le soupçonnez un peu, je fais partie de la constellation des animateurs formateurs qui gravitent auprès des organisations privées et publiques, et j'ai 3 volets de travail, le sujet qui nous rassemble, la prise de parole en public, le management et puis la vente, la relation commerciale. Encore merci de votre participation à cet exercice, c'était un plaisir.